que tout le monde est là. C'est déjà l'heure de la dernière session. Une journée qui passe vite. C'est la 9e journée du GTUG. On les a à peine vus passer. C'est encore un succès. On est ravis. Et on va accueillir Johan Loriot, Clément Dumont, Natacha Naoun pour parler de sujets un petit peu complexes. On va mêler la recherche clinique au futur de la médecine. On va parler de ctDNA, de nouveaux biomarqueurs en fait autour de pathologies qu'on traite. Donc le cancer de la vessie et ctDNA, c'est Johan Loriot qui va nous expliquer des choses auxquelles moi personnellement je ne comprends rien. Oh, t'exagères. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, très bien. Donc le rôle de l'ADN tumoral circulant espéré dans le cancer de la vessie, infiltrant le muscle, et donc dans les situations pour la gestion périopératoire de ces patients. Donc voilà, en 4 temps, rappeler ce que c'est que l'ADN tumoral circulant et comment on le détecte, comment on l'évalue, le niveau de preuve actuel, les opportunités qu'on peut avoir dans le cadre de la recherche clinique et donc pour le GTUG, et les défis auxquels on fait face. Donc l'ADN tumoral circulant, vous savez, c'est de l'ADN tumoral de petite taille qu'on va retrouver dans les liquides biologiques. Donc c'est le sang, ça peut être l'urine, ça peut être le liquide céphalorachidien. On retrouve naturellement de l'ADN non tumoral et on retrouve chez les patients atteints de cancer de l'ADN tumoral qui peut être sécrété par la tumeur primitive et qui peut être sécrété également par les métastases. Et en général, cet ADN tumoral, on arrive à le repérer, à le diagnostiquer parce qu'il a des caractéristiques assez spécifiques, soit d'ordre génétique, il y a des mutations, il y a des altérations du nombre de copies, il peut y avoir des fusions, ou des caractéristiques non génétiques, d'ordre épigénétique. Profil de méthylation, par exemple, est différent. Les nucléosomes ont des positions différentes. La taille des fragments d'ADN tumoral circulant en général plus réduite que celle d'un ADN non tumoral circulant. Et puis les motifs terminaux de l'ADN est également spécifiques de l'ADN tumoral. Donc on peut les repérer. Donc quelles sont maintenant ces approches pour mesurer, quantifier l'ADN tumoral circulant? Globalement, il y a 2 grandes approches. La première approche qui va utiliser les informations de la tumeur du patient et donc qui repose sur un séquençage de la tumeur et de l'élaboration d'un panel spécifique de la tumeur du patient à partir des mutations, par exemple, qu'on a pu mettre en œuvre. Donc ce type d'approche a une grande sensibilité, a une grande spécificité. Donc le principe, c'est de développer des panels qui sont personnalisés. Donc c'est bien adapté pour la détection, par exemple, de la maladie résiduelle moléculaire et très utile pour faire un suivi longitudinal du patient. Le problème, c'est que vous avez besoin de la tumeur, il faut la séquencer, donc ça prend du temps, c'est assez cher, et puis il y a un manque de standardisation sur le type d'approche que l'on doit mettre en œuvre. On peut discuter du type de mutation à analyser, du type de méthodologie en termes de séquençage. On peut utiliser le NGS ou de la PCR digitale. Alors les 3 grandes méthodologies qui existent actuellement, les outils qu'on utilise, c'est Signatera, Next Personal DX et C2Inform. Puis à côté de cette approche basée sur la tumeur, vous avez des approches agnostiques qui là n'utilisent pas la tumeur du patient. C'est un panel assez générique, standard, qu'on va utiliser. Donc c'est très utile pour le diagnostic, pour la détection précoce, pour l'identification de nouvelles cibles qui apparaissent chez le patient, pour analyser la maladie métastatique. C'est standardisé, c'est le même panel. Donc ça permet d'avoir une interprétabilité, une comparaison qui soit assez robuste. Le problème, c'est que ça a moins de sensibilité, moins de spécificité. C'est affecté par l'hétérogénéité entre les différents patients. Ce n'est pas spécifique de la tumeur. C'est un panel générique qu'on utilise dans le cancer du poumon, cancer du pancréas et cancer de la vessie. Et puis, il y a tout le problème de l'hématopoïèse clonale, puisqu'en général, dans cette approche-là, on ne va pas séquencer l'ADN normal. Et donc, il va falloir essayer d'utiliser des outils bioinformatiques pour exclure l'hématopoïèse clonale. Et parmi les 2 grands outils qu'on utilise au quotidien, vous avez Fondation One ou Garden 360 pour 360 gènes. Alors, quelles sont les applications potentielles? Eh bien, dans le cancer de la vessie, on va utiliser le sang et les urines pour faire du diagnostic précoce, pour éventuellement faire de la préservation vésicale ou pour
tester les patients et de traquer une rechute précoce ou encore pour modifier précocement les traitements des patients. Et donc l'approche la plus en vogue, en tout cas historiquement la première à avoir été adoptée, c'est l'approche basée sur Signatera. Donc encore une fois, c'est une approche basée sur la tumeur. Donc on va séquencer la tumeur du patient. Dans cette approche, on va utiliser 16 mutations clonales. Et donc on va développer un panel spécifique du patient avec de la PCR digitale. Et puis on va suivre le patient en faisant des prélèvements sanguins de plasma séquentiellement. Donc cette approche, elle est très très sensible pour détecter de l'ADN tumoral circulant à une sensibilité de 0,01%. Donc c'est excellent. Et donc le papier un peu pionnier dans le domaine, c'est le papier publié maintenant il y a quelques années pour une équipe danoise qui montre que si vous détectez de l'ADN tumoral circulant dans le sang, eh bien ça a une valeur pronostique dans ce contexte de prise en charge de patients atteints de cancer de la vessie en situation périopératoire. Que vous détectiez de l'ADN tumoral circulant avant la chimiothérapie ou après la chimiothérapie, mais avant la chirurgie ou après la cystectomie, eh bien à chaque fois, eh bien le pronostic est moins bon, comme vous voyez sur les différentes courbes. Et de la même façon, ça permet également d'essayer de déduire un peu la réponse clinique, la réponse pathologique que peut avoir le patient. S'il y a toujours de l'ADN tumoral circulant au moment de la cystectomie, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y a pas de réponse pathologique chez le patient. Si en revanche, il y avait de l'ADN tumoral circulant détectable, mais il n'y en a plus, là c'est kiff-kiff, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et s'il n'y en avait pas du tout dès le départ, avant la chimiothérapie, là vous êtes quasiment sûr qu'il y aura une réponse pathologique lorsque vous examinez la tumeur après la chimiothérapie néoadjuvante. Donc globalement, le message clé, c'est que la détection d'ADN tumoral circulant a une valeur pronostique. Dans cette situation périopératoire, les patients qui ont un pronostic le plus favorable, ce sont les patients qui n'ont pas d'ADN tumoral circulant avant l'initiation de la chimiothérapie néoadjuvante. Si le patient a de l'ADN tumoral circulant avant la chimiothérapie, mais il n'y en a plus après la chimiothérapie, son pronostic est plutôt pas mal, mais il est quand même moins bon par rapport aux patients n'ayant pas du tout d'ADN tumoral circulant avant la chimiothérapie. Un point important, c'est le temps qui s'écoule entre la détection de l'ADN tumoral circulant en situation adjuvante, par exemple, et là, la rechute à l'imagerie, diagnostiquée à l'imagerie. Vous savez que dans le cancer du poumon, c'est plutôt 9-10 mois. Dans le cancer de la vessie, c'est 4 mois. Donc, est-ce que tous nos essais qui visent justement à traiter la maladie résiduelle ont un impact suffisant pour améliorer la survie globale par rapport à une attitude standard basée sur l'imagerie? Ce n'est pas forcément certain, puisque ce délai, il est quand même relativement court, 4 mois, dans l'ensemble des données qui ont été publiées jusqu'à présent. Donc quel est le niveau de preuve le plus important que l'on a actuellement? Eh bien, ce sont des données basées essentiellement sur l'étude Ambigor 010. Vous savez qu'il y avait évalué l'atezolizumab en adjuvant, une étude négative, mais on a démontré dans cette étude que la détection de l'ADN tumoral circulant après la cystectomie a une valeur 1 pronostique. On identifie les patients qui vont rechuter, 2 prédictive de réponse à l'atezolizumab. Donc il y a une étude en cours qui est l'étude Ambigor 011 qui vise à valider prospectivement ces résultats. On a quelques données préliminaires, comme vous voyez sur la droite, chez les patients qui n'ont pas d'ADN tumoral circulant après la cystectomie. Vous voyez que le risque de récidive est assez faible, il est d'environ 10%. Pour l'instant dans cette cohorte. Il y a une autre cohorte qui est une étude danoise, l'étude Tambola, qui a à peu près le même concept, mais il n'y a pas de randomisation par rapport à l'étude Ambigor 011. Vous voyez, le patient a une chimiothérapie néoadjuvante, il est opéré, et ensuite ADN tumoral circulant. C'est une approche basée sur le séquençage de la tumeur, et les patients sont traités par l'atézo s'il y a détection de l'ADN tumoral circulant. Vous voyez que les patients qui n'ont pas d'ADN tumoral circulant vont très bien, avec un risque de rechute qui est très limité dans cette étude de 2%. Alors pourquoi c'est 10% dans Ambigor 011, 2% ici? C'est probablement, comme je vous disais, la différence de standardisation dans le type de test qu'on utilise dans ces approches basées sur la tumeur. Alors dans la vessie, on peut traquer l'ADN tumoral circulant dans le plasma, dans le sang, mais aussi dans les urines. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique au cancer de la vessie. Et donc il y a déjà quelques études qui sont intéressées à l'utilité de l'ADN tumoral circulant dans les urines. En particulier l'étude Nabucco, qui était une étude qui a évalué la combinaison IPI-Nivo avant cystectomie. Et dans cette étude,
Globalement, on ne sait pas très bien. L'ADN tumoral circulant n'est pas forcément associé à un bon pronostic ou un mauvais pronostic. Donc c'est une petite cohorte. Donc on a besoin de plus d'informations pour savoir ce qu'il en est sur l'utilité de l'ADN tumoral circulant dans les urines. Alors il y a une autre approche alternative en matière de méthodologie qui est du séquençage de l'ensemble du génome. Donc là, cette méthode, elle est un petit peu différente puisqu'on va quand même se baser sur la tumeur du patient. On va faire un séquençage du génome entier. Mais pour le panel, on va faire également un séquençage du génome en entier. On ne va pas construire un panel personnalisé. Et grâce à des outils bioinformatiques, on va repérer quelles sont les mutations les plus intéressantes de la tumeur à suivre dans le panel, dans l'ADN tumoral circulant dans le sang. Et donc cette technique, elle est plutôt commode parce que vous avez besoin de moins de plasma et le temps pour avoir les résultats est beaucoup plus court. Et là encore, on démontre que si on détecte de l'ADN tumoral circulant dans le plasma, c'est pronostic avant la chimiothérapie, avant la chirurgie ou après la chirurgie. Et l'avantage de cette approche, c'est que comme vous faites un séquençage de l'ensemble du génome, vous avez aussi des informations sur la biologie de la tumeur au cours du temps. Et vous voyez ici 2 patients qui ont été opérés. Et au moment de la rechute, qu'est-ce qu'on voit? L'apparition de 2 mutations FGFR3, ce que vous ne pourriez pas avoir avec une approche de type Signatera, puisque, encore une fois, vous avez un panel qui est très limité, 16 mutations. Et donc, vous ne pouvez pas capter ce qui se passe en dehors de ces 16 mutations. Donc, la grande application de l'ADN tumoral circulant dans le cancer de la vessie en situation péropératoire, c'est pour monitorer un petit peu la réponse au traitement et se baser peut-être sur la clairance, donc l'élimination de l'ADN tumoral circulant, peut nous indiquer peut-être les bons répondeurs et les mauvais répondeurs et donc un changement de traitement potentiel. On va voir ces différentes applications potentielles. En situation néoadjuvante, par exemple, ici vous avez les courbes de l'essai Niagara, avec, vous voyez, des patients qui, ici, n'ont pas d'ADN tumoral circulant avant la chimiothérapie. Donc là, ils vont plutôt bien. Et ceux, pas complètement bien, mais plutôt bien. Et ceux qui ont de l'ADN tumoral circulant, ils vont moins bien, en tout cas. Et dans l'autre étude de Christensen, l'étude danoise, vous voyez que les patients qui n'ont pas d'ADN tumoral circulant avant la chimiothérapie, vont quand même plutôt bien. Et donc là, on peut se poser la question de savoir si réellement ces patients ont besoin d'une chimiothérapie néoadjuvante. Peut-être qu'on peut se contenter, entre guillemets, d'une cystectomie chez ces patients. Donc ça peut être une première application possible chez ces patients. Une approche un peu plus avancée, c'est pour la préservation vésicale. On pourrait imaginer de combiner l'ADN tumoral circulant dans les urines et dans la vessie pour sélectionner les patients à qui on propose, avec une bonne confiance, une préservation vésicale. Donc c'est ce qu'a évalué un petit peu l'étude danoise également. Donc là, c'est un panel, vous voyez, d'une 50aine de mutations. On collecte l'ADN tumoral circulant dans le sang et dans les urines. Et en gros, les patients qui, après chimiothérapie, n'ont plus d'ADN tumoral circulant à la fois dans le plasma et dans les urines vont parfaitement bien. Et ils ont une réponse complète histologique la plupart du temps. Donc peut-être que chez ces patients, en effet, on peut faire une préservation vésicale et éviter la cystectomie. Donc cette approche, elle est en partie évaluée dans un essai canadien qui s'appelle Néoblast. Les patients ont de la chimiothérapie néoadjuvante et on les réévalue avec de l'IRM, une nouvelle résection, mais aussi de l'ADN tumoral circulant dans le plasma et dans les urines. Et vous voyez que si ces patients ont une réponse clinique complète, randomisation entre surveillance active ou un traitement de la tumeur, donc cystectomie ou radiothérapie. Donc on peut imaginer qu'à partir de l'ADN tumoral circulant, on ait une approche un peu personnalisée qui pourrait consister à tester à la fois l'urine et le sang. S'il n'y a plus d'ADN tumoral circulant dans le sang et dans l'urine, là on est plutôt rassuré, et peut-être que chez ce patient, on peut faire une préservation vésicale. Si en revanche on détecte de l'ADN dans le plasma, là, sans doute il y a une maladie micrométastatique, sans doute. Donc c'est un patient qui va avoir un moins bon pronostic. Et donc dans ce cas-là, peut-être qu'il faut changer le traitement néoadjuvant. Il ne faut pas l'opérer, mais changer le traitement néoadjuvant, parce que là, le problème, c'est la situation micrométastatique. Et puis vous avez la situation où le patient n'a plus d'ADN tumoral circulant dans le sang, mais toujours de l'ADN tumoral circulant dans les urines. Donc là, ça veut dire qu'il y a sans doute une maladie résiduelle locale, mais pas micrométastatique. Et donc là, peut-être, c'est un bon candidat, finalement, à la cystectomie.
En situation adjuvante, on a deux grandes questions qu'on peut se poser. La première, c'est évidemment pour les patients pour lesquels il n'y a pas d'ADN tumoral circulant. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, ces patients vont bien. Donc peut-être qu'on peut se passer de traitement adjuvant. En revanche, les patients qui ont de l'ADN tumoral circulant, après la chirurgie, vont beaucoup moins bien. Et donc ces patients, alors ici les données Niagara, et donc ces patients, on pourrait leur proposer une intensification du traitement après la cystectomie. Donc globalement, on sait que c'est pronostic. Et maintenant, il faut des études un peu interventionnelles. Et donc il y en a plusieurs. Je vous ai parlé de l'étude Tombola, je vous ai parlé de l'étude mVigor 011. Donc là, les patients ont de l'ADN tumoral circulant après cystectomie. Randomisation entre athéso placebo pour ceux qui ont de l'ADN tumoral détecté. Et puis l'étude moderne aux États-Unis. Là encore, s'il y a de l'ADN tumoral circulant, nivolumab ou intensification, donc nivolumab plus inhibiteur de LAG3. En revanche, s'il n'y a pas d'ADN tumoral circulant, désescalade, nivolumab ou alors surveillance. Donc la randomisation posera cette question. Donc admettons que tous ces essais sont positifs. Admettons que c'est approuvé, eh bien, il y aura quand même quelques défis. Le premier, c'est de la sélection des tests. Je vous ai dit que la plupart de ces études sont basées sur un séquençage de la tumeur. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de standardisation sur la façon de réaliser le séquençage, de sélectionner les mutations. Et donc, il y aura un gros travail, je pense, de comparaison de ces différents tests et d'évaluation de la faisabilité entre les capacités locales d'un centre à réaliser tous ces tests et le temps de rendu de ces résultats. Deuxième point important, c'est la validation de la performance des laboratoires, puisque probablement, on n'imagine pas qu'un seul centre, imaginons en France, réalise tous ces tests, donc ça va être des tests décentralisés. Il faudra réaliser la performance des laboratoires qui vont réaliser ces tests, parce que ça va être vraiment un grand défi d'un point de vue biologie moléculaire et bioinformatique. Et puis, le troisième point important, ça va être l'intégration clinique, évidemment, dans les guidelines, dans les recommandations que l'on peut éditer. Et je pense aussi un point important, ça va être l'éducation de l'ensemble de la communauté médicale, y compris chez les patients qui vont voir les médecins qui vont voir 2 ou 3 patients dans l'année, ce qui arrive encore assez fréquemment. Donc heureusement, l'ESMO s'est emparé de ce sujet, émet des recommandations sur l'intégration de l'ADN tumoral circulant de façon générale en oncologie, donc c'est vrai aussi pour le cancer de la vessie, a même émis récemment des recommandations sur une réponse moléculaire basée sur l'ADN tumoral circulant, à l'instar du RESIST à l'imagerie. Donc maintenant, on a des critères de réponse liquide biopsie RESIST. Et puis aussi, pour nous aider, nous avons la FDA qui émet maintenant des recommandations sur la façon d'intégrer l'utilisation de l'ADN tumoral circulant dans les essais cliniques, en particulier dans le cadre de développement clinique. Voilà, donc en conclusion, la détection de l'ADN tumoral circulant dans le plasma, en tout cas, est pronostique aux différents temps d'analyse, donc avant chimiothérapie, après chimiothérapie, avant chirurgie ou en situation adjuvante. On a besoin d'essais interventionnels. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en cours. Il y a malgré tout de nouvelles questions, beaucoup de questions qui se posent dans le domaine de la préservation vasicale ou de l'intensification du traitement. Le problème, c'est l'absence de standardisation, comme je vous l'ai dit. Un point important, c'est la comparaison peut-être de l'utilité de l'ADN tumoral circulant avec d'autres outils, en particulier l'IRM, qui est assez performante également pour détecter la maladie résiduelle après une chimiothérapie néoadjuvante. Donc voir s'il faut faire les deux, s'il faut faire l'un ou l'autre. Il y a beaucoup d'opportunités, donc je pense, pour la recherche académique. C'est quelque chose dont on s'est emparé dans le cadre de l'essai Starbuzz dont on a parlé hier lors de l'Assemblée générale. Et également, ces questions sont très importantes pour la phase plus précoce chez les patients qui sont atteints de tumeurs n'infiltrant pas le muscle. Merci beaucoup. Des questions dans la salle après ce brillant topo de Johan. Urine versus série, tu as commencé à l'évoquer. Est-ce que tu peux en parler pour le non-muscle invasive? Alors oui, il y a déjà plusieurs études qui ont essayé d'établir la faisabilité. Alors c'est faisable. On ne sait pas encore très bien s'il faut utiliser le surnageant ou si c'est le culot qu'il faut analyser. Les données qui montrent que ça semble à peu près similaire, mais il y a déjà aussi cette question analytique à laquelle il faut répondre. C'est sans doute, ta question, c'est en regard de l'utilisation du BCG. Est-ce qu'il faut arrêter le traitement d'entretien, par exemple, après l'induction, s'il n'y a pas d'ADN tumoral? Ça, on n'a pas encore ces réponses.
Mais c'était le dernier point que je montrais sur ma diapo de conclusion, c'est exactement ce type de questions, surtout avec les modifications de pratique qui vont avoir lieu dans cette situation. Je pense qu'il y a là aussi manière à penser la désescalade basée sur l'ADN tumoral circulant dans les urines. C'est tout à fait pertinent. Et aujourd'hui, les tests qui sont utilisés, donc nous aujourd'hui on ne l'utilise pas en routine, mais c'est utilisé aux États-Unis en routine. Oui. Comment tu vois le paysage évoluer pour la France? Tu as montré que les tests n'étaient quand même pas tous tout à fait superposables en niveau de détection et de sensibilité. Comment tu vois les choses avancer? C'est vrai que le plus avancé, c'est le test Signatera, celui qui est utilisé basiquement dans l'étude mVigor 011 par exemple. Donc c'est vrai que si l'étude est positive, on a un niveau de phase de niveau 1. Donc ça nous imposera de la mise en œuvre au quotidien, mais comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'à l'échelle du territoire, certains centres sont autorisés à le faire, certains laboratoires sont autorisés à le faire? Est-ce qu'on essaye malgré tout de tout décentraliser? Ça me paraît compliqué, je ne sais pas si Yves a un jugement là-dessus, mais ça paraît complexe parce qu'il faut une infrastructure bioinformatique qui est quand même importante, même de séquençage qui va être important. Dans le cas des essais, au départ, c'était en gros 2 mois, quasiment 2 mois et demi avant de rendre les résultats. Maintenant, c'est un peu plus court, mais on peut imaginer qu'à l'échelle d'une nation entière, ça puisse prendre plusieurs mois. Donc, personnellement, je milite plutôt pour une centralisation avec quelques centres experts, mais on verra si c'est ce qui est retenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment est-ce que tu vois, là, en pratique, là, moi, je trouvais intéressant le critère pronostic, peut-être sélectionner des patients qui n'ont pas besoin de chimiothérapie néoadjuvante avant la chirurgie, des patients qui auraient une décroissance complètement après la résection, par exemple, une fois que tu as fait ta signature moléculaire. Ça, c'est des choses qu'on peut envisager. Est-ce que c'est beaucoup de patients ou est-ce que ça reste une niche? Non, ce n'est pas une niche. Et en effet, c'est une question importante parce que, comme je disais, en fait, les patients qui ont l'ADN tumoral circulant avant la chimiothérapie, mais pour lesquels l'ADN n'est plus détectable après la chimiothérapie, ils vont bien, mais ils vont quand même moins bien que les patients qui n'ont pas du tout d'ADN tumoral circulant au départ. Donc ça traduit sans doute que, il y a peut-être une maladie micrométastatique qui est mieux évaluée avant tout traitement. Et donc que l'ADN tumoral baseline nous indique s'il y a déjà une maladie micrométastatique ou pas. Et c'est vrai que la chimiothérapie néoadjuvante ou le traitement néoadjuvant a pour vocation principale d'essayer de détruire la maladie micrométastatique. Donc c'est sans doute le type d'essai auquel on peut réfléchir. Tout à fait. Et de la même façon, pour le suivi, on est assez déçus des suivis avec les scanners qui sont des trucs irradiants. Tu fais des scanners pendant des années à des patients, souvent pour rien, puis quand il y a des récidives, tu les découvres toujours un petit peu trop tard, je trouve. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on alterne le suivi, on enrichisse le suivi avec ce type de c'est la suivi? question quand même de l'étude mVigor 011. C'est-à-dire, est-ce que la détection d'une rechute moléculaire améliore la survie, en gros, est plus performante qu'un suivi par imagerie? Parce que par définition, pour être traité dans cette étude, il faut que ton scanner soit normal. Tu traites uniquement, entre guillemets, de l'ADN tumoral. Mais comme je le disais tout à l'heure, le délai de survenue, le délai qui sépare la rechute moléculaire et la rechute à l'imagerie, elle est de 4 mois. Donc c'est pas certain qu'on gagne beaucoup. C'est pas certain. On verra les résultats sans doute cette année. Et est-ce qu'on a une notion de la fraction entre le sang et les urines? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste s'affranchir du sang et se faire proposer que les urines? Et si les urines sont positives, peut-être aller chercher le sang pour pouvoir... Je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin d'être 2 informations parce que ça donne 2 informations différentes. Et je rappelle que dans l'ADN tumoral circulant, on ne sait pas si, après la chimiothérapie, mais avant la chirurgie, si cet ADN tumoral circulant dans le sang provient essentiellement de la tumeur ou si elle provient d'éventuelles ou de potentielles métastases. Ça, on ne sait pas. On n'a pas d'outil bioinformatique à l'heure actuelle qui est capable de déterminer l'origine de l'ADN tumoral circulant. Donc c'est vrai que, pour essayer de répondre à ta question, je pense qu'il faut avoir les 2. L'urine, là on est à peu près certain, que c'est d'origine primitive, même si l'ADN tumoral qui circule dans le plasma est relargué par les urines et donc tu peux le capter. Mais globalement, la majorité de l'ADN circulant dans les urines elle provient de la tumeur primitive. Donc pour moi, il faut les 2 informations idéalement. Très bien, on va passer donc aux biomarqueurs périopératoires des tumeurs de la verge. Merci Johan. Donc c'est Clément Dumont qu'on accueille. Bonjour à tous et tous les courageux qui sont restés là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir parler de pénis devant tout le monde comme ça. Alors, donc les cancers du pénis, je rappelle que c'est une maladie rare, on n'en voit pas tous les jours. C'est une maladie qui est
Ce n'est pas en France qu'elle est la plus fréquente, elle est plus fréquente dans l'hémisphère sud, en Amérique du Sud en particulier. Et c'est une maladie, comme beaucoup des cancers, qu'on traite plutôt de la deuxième partie de vie. Et on va parler bien sûr que de carcinomes épidermoïdes, qui sont la maladie largement prédominante. Classiquement, et c'est repris dans les descriptions anatomopathologiques, classiquement, il y a 2 voies de cancérisation qui amènent au carcinome épidermoïde du pénis, qui sont des tumeurs essentiellement du gland et du prépuce, c'est ça dont on parle, c'est pas les mêmes choses par exemple que les tumeurs de l'urètre. Il y a une voie de cancérisation liée à HPV qui donne des néoplasies péniennes intraépithéliales liées à HPV qui sont définies par la morphologie et la positivité de P16 et qui peuvent dégénérer en carcinome épidermoïde lié à HPV, dont il existe plusieurs sous-types morphologiques. Et de l'autre côté, il y a une voie de cancérisation non liée à HPV, parce qu'ils sont revenant par exemple sur des inflammations chroniques du gland et du prépuce, des lichens par exemple, qui donnent des PEIN non liés à HPV, P16 négatives, et éventuellement ensuite des carcinomes épidermoïdes non liés à HPV. Ça, c'est la vision assez classique, assez historique. On sait quand même que, en fait, il y a à peu près 50% des carcinomes épidermoïdes du pénis, si on prend l'ensemble de beaucoup de séries publiées, par exemple au sein de cette méta-analyse, qui sont HPV positifs. Que l'immunohistochimie P16 n'est pas absolument synonyme en fait de présence du génome de l'HPV. Vous voyez que dans les tumeurs qui sont décrites selon les critères habituels comme liées à HPV, on retrouve le génome que dans 72% des cas, et que dans les tumeurs décrites comme non liées à HPV, on retrouve quand même le génome d'HPV dans 19% des cas, même un peu plus quand on prend le carcinome épidermoïde, on va dire de type usuel. Donc, par rapport à toute la littérature sur personnaliser la prise en charge en fonction du statut HPV pour ces carcinomes épidermoïdes du pénis, je pense qu'il est très important de faire attention à quelles sont les techniques employées pour caractériser, qui sont en fait assez hétérogènes dans ce qui est rapporté. Un point aussi intéressant, c'est que les néoplasies intraépithéliales péniennes, elles sont par contre beaucoup plus majoritairement HPV positives, ce qui déjà sous-entend une différence en termes de profil évolutif et de tendance à la cancérisation de ces 2 types de néoplasies intraépithéliales. Les cancers épidermoïdes du pénis sont pris en charge primitivement par des dermatologues dans les stades les plus précoces et des urologues. Et l'essentiel de la prise en charge chez les patients très majoritaires qui ne sont pas métastatiques à distance au diagnostic repose sur un traitement local pour la tumeur pénienne qui peut faire appel à beaucoup de techniques différentes en fonction du degré d'extension. Et à partir d'une certaine extension locale, en pratique à partir de T1B quand il y a des emboles ou des engainements périnerveux, et puis ensuite T2, T3 quand la tumeur atteint les corps spongieux caverneux, ou quand il y a des adénopathies décelables cliniquement ou par des examens typiquement l'échographie ou l'IRM, par une prise en charge dédiée des aires ganglionnaires inguinales. Et en fait, la prise en charge périopératoire qu'on est parfois amené à discuter en RCP se conçoit en cas d'atteinte ganglionnaire surtout, en tout cas aujourd'hui, et se conçoit dans sa terminologie néoadjuvante ou adjuvante finalement par rapport à la prise en charge des aires ganglionnaires, pas par rapport à la prise en charge de la tumeur primitive pénienne. Et donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour ces maladies surtout présentant une atteinte ganglionnaire comme prise en charge périopératoire aujourd'hui? On a de la chimiothérapie, d'abord préopératoire, qui est basée sur des données qui sont très majoritairement rétrospectives, à l'exception près d'une étude, qui est l'étude américaine du type. Globalement, on sait que ce sont des tumeurs qui sont relativement chimiosensibles, avec une réponse clinique observable dans à peu près 50% des cas dans ces études. Et on sait également que cette réponse clinique a une valeur pronostique, entre autres parce qu'elle conditionne l'opérabilité de la maladie chez des patients donc, qui sont peut-être localement avancés, mais non métastatiques. Le bénéfice en survie globale de cette approche reste incertain, parce que nous n'avons que ce niveau de preuve-là, et on n'a pas d'études aujourd'hui randomisées, en particulier dans ces maladies donc, les plus évaluées à partir de N3, des ganglions fixés ou en rupture, enfin voilà, fixés en néoadjuvant, ou pelvien, bénéfice en survie incertain. C'est voilà, à partir de méta-analyses et de collections de littérature rétrospective, voilà ce qu'on peut estimer comme bénéfice pour la chimiothérapie néoadjuvante, comme vous voyez ici à gauche, pour les patients donc CN3, c'est-à-dire essentiellement avec des adénopathies cliniquement fixées. Et dans cette situation, même si la littérature reste assez faible, il ne semble pas y avoir aujourd'hui d'impact pronostic du statut HPV
le terme est impropre, d'impact prédictif du statut HPV sur le bénéfice de la chimiothérapie. Pour ce qui est de la radiothérapie, qui est l'autre traitement qu'on est amené à discuter, et le plus souvent sous forme de radiothérapie ou radiochimiothérapie adjuvante pour des patients présentant une atteinte ganglionnaire inguinale, il y a plusieurs séries essentiellement rétrospectives. Je ne suis pas radiothérapeute moi-même. Mes collègues radiothérapeutes m'ont bien expliqué, je le répète, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut savoir monter à des niveaux de dose parfois assez importants par rapport à ce qui est fait dans d'autres types de carcinomes épidermoïdes, en particulier en situation de rupture capsulaire dans les adénopathies inguinales. Et dans cette situation de radiothérapie adjuvante, il semblerait y avoir un impact prédictif, pronostic positif et prédictif négatif de bénéfice de la radiochimiothérapie. En fait, globalement, les patients en pointillés traités par chirurgie, les patients en pointillés qui sont HPV ont une survie qui est bien supérieure quand ils sont traités par une séquence chirurgie et radiochimiothérapie par rapport à des contrôles non randomisés traités par chirurgie seule. Dans d'autres études, on voit que quand on traite les patients par radiochimiothérapie adjuvante, les patients qui ont une tumeur jugée HPV positive, encore une fois en faisant attention aux définitions, qui sont en rouge ici, ont un pronostic bien meilleur. Donc HPV aurait dans cette situation à la fois un impact peut-être pronostic et prédictif du bénéfice de la radiochimiothérapie adjuvante. L'immunothérapie, utilisée maintenant en routine dans beaucoup d'autres types de carcinomes épidermoïdes et dans beaucoup de cancers en général, a été évaluée par, pour le coup, des études prospectives, plusieurs, mais toujours de petites phases 2 avec différents médicaments. Et je pense que, de manière assez unanime, on peut retenir qu'on a une efficacité de l'immunothérapie chez environ 15% des patients en situation de maladie avancée ou métastatique. On n'a pas d'évaluation claire en situation périopératoire aujourd'hui. Et que, dans ce contexte-là, il semble difficile, à mon sens, de vouloir baser des stratégies sur de l'immunothérapie seule en situation périopératoire quand on connaît le taux de réponse clinique de la chimiothérapie. Est-ce que certains patients pourraient être candidats à une immunothérapie éventuellement plus précoce dans le cas de décès parce qu'ils ont plus de chances d'y répondre? À nouveau, peut-être les patients HPV, dont la tumeur est HPV positive, qui, dans les 2 cohortes de Périclès, qui était une étude qui évaluait la radiothérapie avec ou sans, l'immunothérapie avec ou sans radiothérapie, mais pas que chez des patients localisés, même dans le bras radiothérapie. Il y a en tout cas une survie meilleure des patients HPV positifs. Là, encore une fois, est-ce que c'est pronostic ou est-ce que c'est prédictif? Ce n'est pas encore complètement tranché. Et dans l'étude Hercules, qui a évalué une association d'immunochimiothérapie, il y a chez les patients HPV positifs un peu plus de charge mutationnelle, un petit peu plus et en fait, la charge mutationnelle et le statut HPV étaient associés à de meilleurs taux de réponse. Donc peut-être que ces patients pourraient bénéficier un peu plus de l'adjonction d'une immunothérapie, éventuellement à des stades plus précoces. Est-ce qu'il y a une place pour la médecine personnalisée dans le carcinome épidermoïde du pénis? On sait que dans les carcinomes épidermoïdes, en général, la médecine personnalisée, ce n'est pas toujours évident. Globalement, à partir des séries qu'on a à notre disposition aujourd'hui, on note quand même qu'en fonction du statut HPV, il y a des différences en termes d'anomalies moléculaires récurrentes. Les tumeurs HPV négatives ont un profil type de carcinome épidermoïde TP53H-TERT, des KN2A. Elles sont en général TMB low, alors que dans les tumeurs HPV positives, on ne retrouve pas les mêmes anomalies moléculaires. Il y a un peu plus de patients type TMB high, et dans les 2 sous-types, on trouve à peu près 1% de tumeurs MSI dans les différents rapports qui sont encore des séries de cas, avec les effectifs que vous voyez aux alentours d'une centaine de cas dans chaque groupe. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres médicaments plus récents pour traiter les carcinomes épidermoïdes du pénis, ou est-ce qu'on pourra? L'anectine 4, c'est une cible potentiellement intéressante dans différents types de carcinomes épidermoïdes, dans le carcinome épidermoïde du pénis aussi. Globalement, une majorité des tumeurs expriment un degré variable anectine 4 et, vous le verrez ici en bas, les tumeurs HPV positives tendraient à exprimer un peu plus l'anectine 4, donc pourraient être éventuellement candidates à des traitements par des ADC typiquement, ciblant cet antigène. Et une preuve du concept de l'efficacité de l'enfortumab vedotin dans les carcinomes épidermoïdes nous a été apportée récemment par une étude d'ORL, avec des taux de réponse assez intéressants chez des patients absolument pré-traités partout, y compris les taxanes de dernière ligne en ORL. Et donc, il y a un essai clinique, à ma connaissance, qui évalue l'enfortumab vedotin dans le carcinome épidermoïde pénien aux États-Unis.
Est-ce qu'on a d'autres cibles? Pourquoi pas TROP2? Alors là, c'est assez difficile à voir, donc je vous ai synthétisé ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que les carcinomes épidermoïdes HPV positifs expriment très volontiers TROP2 et peuvent exprimer la nectine 4 jusqu'à des niveaux élevés. Les carcinomes épidermoïdes HPV négatifs peuvent exprimer TROP2 moins fréquemment que les tumeurs HPV positives et globalement n'expriment que très peu, ou en tout cas à des niveaux beaucoup plus faibles, la nectine 4. Et donc peut-être que, de manière indirecte, on arriverait à l'avenir à une personnalisation thérapeutique indirecte à travers l'expression peut-être de cibles, de médicaments ciblant la surface, mais qui reflèterait indirectement la biologie différente des tumeurs HPV induites ou non. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette série-là, à droite, vous avez la survie en fonction de l'expression de la nectine 4, où les tumeurs nectine 4 positives, finalement, s'en sortiraient peut-être mieux, nectine 4 high, en tout cas, s'en sortiraient mieux que les autres, alors qu'à gauche, les tumeurs qui sont TROP2 high s'en sortent moins bien. Donc peut-être que pour rechercher un bénéfice clinique maximal, ça pourrait être un ciblage de TROP2 qui pourrait être envisagé. Et donc, il y a un essai de sacituzumab govitecan qui, en ciblant diverses tumeurs épidermoïdes, va cibler aussi les carcinomes épidermoïdes du pénis. Donc, voilà quelques perspectives. Bon, tout d'abord, dans cette maladie rare, je pense qu'il est important de rappeler qu'il faudrait arriver à mieux standardiser, peut-être centraliser la prise en charge multidisciplinaire des maladies un petit peu avancées, dans la mesure où il y a plusieurs options de traitement pour les patients et qu'elles sont appliquées de manière très variable en fonction des centres. Le statut HPV pourrait aider à sélectionner peut-être les meilleurs candidats aujourd'hui à la radiothérapie, en tout cas. La place de l'immunothérapie, pour moi, reste encore assez incertaine et à définir, vu son efficacité assez faible en monothérapie. Peut-être en sélectionnant les tumeurs HPV positives, éventuellement à travers des marqueurs indirects comme le TMB, ou des différences en termes d'infiltrat lymphocytaire. Les nouvelles perspectives, les ADC, sont encore à évaluer dans cette maladie, et mériterait dans les études qui vont s'y intéresser une stratification selon HPV ou d'autres biomarqueurs plus ou moins directs. Et donc, bien sûr, je pense qu'il faut encourager des essais prospectifs dès les stades localement avancés ganglionnaires. On va avoir la chance, grâce aux données du GTUC25, d'avoir une idée plus claire de l'intérêt de la chimiothérapie à des stades un peu plus précoces que ceux qui ont été décrits jusqu'à maintenant dans la littérature. Et ça va, je pense, nous permettre d'envisager, d'innover un petit peu dans cette maladie rare qui reste un unmet need pour beaucoup de nos patients. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Fin de journée sur le cancer du pénis. Non, pas fin de journée, c'est très intéressant. Moi, j'ai la notion que c'est des tumeurs rares, j'en vois très très peu, je crois qu'il y en a 500 par an en France. C'est rare. Et ma question était vraiment, comment est-ce que tu vois l'organisation d'un parcours de soins idéal pour un patient, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance, à un stade localisé, parce qu'il y a plein de possibilités, de traitements chirurgicaux, de curithérapie, de resurfaçage. Je pense que ça va être dans des centres experts, et puis avec ce que tu as évoqué, les traitements multimodaux à des stades plus avancés. Je suis très pour, comme dans beaucoup de maladies rares, pour une certaine centralisation. Ce qui se fait de facto à certains endroits, en particulier. Alors, le diagnostic est souvent fait par des dermatologues, vous le savez tous, pour les cancers épidermoïdes du pénis, qui peuvent, pour des tumeurs très superficielles in situ, se piquer du traitement eux-mêmes. Mais en fait, les dermatologues, j'ai l'impression, ont tendance à référer assez facilement à des centres qu'ils ont identifiés comme de référence. Je sais que beaucoup de patients arrivent à Saint-Louis comme ça, à travers la dermato, et qui, depuis quelques années, justement, c'est beaucoup mieux articulé avec l'urologie, et je pense que ça, c'est un point clé pour la prise en charge de ces patients. C'est une bonne articulation entre les dermatologues et les urologues qui sont les portes d'entrée dans la filière de soins pour ces patients, et qu'après, on voit bien que dans une RCP d'uro-oncologie tout venant, il y a quelques personnes qui connaissent un petit peu le sujet, mais la majorité un peu moins, et donc, en tout cas, c'est comme ça chez nous, et donc je pense que il faut encourager pour les gros centres d'uro-oncologie à ce que quelqu'un, au moins localement, développe une expertise et aille ensuite auprès d'autres RCP où personne ne dispose de cette expertise et où il n'y a pas forcément toutes les ressources en termes de chirurgie, de radiothérapie, pousser à une certaine centralisation. Je sais qu'à Saint-Louis, il y a une de mes anciennes internes, Annabelle Goujon, là, qui s'occupe de ça très bien, oui. qui s'est spécialisée là-dedans, et je trouve ça très bien. Et moi, je lui réfère tous mes patients parce que j'avoue que je me sens assez vite démuni face à ça. Je ne sais pas comment vous faites en Belgique. Est-ce que vous avez des centres experts, des parcours obligatoires de soins? Oui, on a maintenant Martin Albertsen à la KUL. Et donc, on envoie tous nos patients là. Mais par exemple, en Angleterre, par exemple, c'est 2 centres. C'est Brighton ou Manchester. Et ils ont un système extrêmement intéressant. C'est en fait le NHS paye
les patients et éventuellement leurs familles, ils ont des maisons et ils vivent là le temps. Et donc, ils ont des séries, ils voient 200-300 patients par an, quoi, parce qu'ils ont toute la même chose en Hollande. En Hollande, ils vont tous au même centre. Et en Belgique, maintenant, c'est un peu la même chose. Donc maintenant, les dermatos qui font le diagnostic, et hormis des shavings de lésions très superficielles, ils sont référés directement à la KUL, à Martin Albertsen. C'est un exemple à suivre, je pense. Karim, tu voulais réagir aussi? Oui, je voulais, Bertrand a dit une partie de ce que je voulais dire. C'est l'exemple européen, ce sont les Hollandais qui effectivement centralisent depuis longtemps leurs patients dans un seul centre et avec des résultats à la fois cliniques mais également en termes de frappe de recherche qui sont remarquables. Alors on peut dire que c'est un petit pays en termes de population, donc c'est un peu plus facile, un pays qui est plat, etc., enfin, où la géographie aide à centraliser. Deuxième exemple, le Brésil. Le Brésil est un pays dans lequel il y a une épidémie de tumeurs de la verge, et c'est le cas en général en Amérique du Sud. Épidémie relative, hein, évidemment, ça reste une tumeur rare. Les collègues brésiliens au cours des 5-10 dernières années se sont organisés en centres experts et sortent maintenant des essais thérapeutiques et ont probablement maintenant la capacité d'aller vers des études de phase 3. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion impérativement dans les autres pays européens pour faire en sorte réellement qu'on centralise ces patients. Et tu l'as dit pour l'Angleterre, le fait également pour les tumeurs de la verge, le fait également depuis 30 ans pour les tumeurs germinales, et a complètement rattrapé le retard historique qu'avait l'Angleterre en termes de survie en cancérologie grâce à ça. Ok, merci beaucoup. On va continuer avec des tumeurs rares, avec les micro-ARN et les tumeurs germinales de stade 1, avec Natacha Naoun. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je sais que c'est le sujet que vous attendiez tous. On va essayer d'être simple et d'en profiter aussi pour faire quelques rappels. Ok, donc c'est la bonne flèche. Donc déjà, en fait, on a des biomarqueurs qu'on considère quand même plutôt performants déjà, mais est-ce qu'on les connaît vraiment bien, nos marqueurs tumorosériques usuels dans le suivi des tumeurs germinales ? Donc vous savez que ce qu'on dose, c'est l'HCG total, l'alpha-fétoprotéine et aussi les LDH, même si on est d'accord que ce n'est pas du tout spécifique. Et ça nous permet par contre d'identifier les sous-types, parce qu'on rappelle qu'on n'a pas toujours non plus d'histologie pour ces patients très graves qui ont des marqueurs tumoraux élevés au départ, et qu'on peut avoir une hétérogénéité entre la tumeur primitive et les métastases. Donc les marqueurs tumorosériques ont quand même une place importante. Mais par contre, les problèmes qu'on a, c'est la sensibilité, la spécificité. Donc c'est des marqueurs, l'HCG c'est les années 30, l'AFP c'est les années 50. Et on n'a plus rien depuis. En fait, les stratégies ont évolué, mais les outils restent les mêmes. En fait, au total, tous sous-types confondus, c'est que 60% des patients qui sécrètent ces marqueurs habituels. Donc c'est pas du tout la majorité qu'on peut donc suivre pendant le traitement avec ces marqueurs habituels. Et il y a dans certains cas des causes de faux positifs aussi, surtout avec l'alpha-fétoprotéine. Donc c'est beaucoup plus rare avec l'HCG, mais leur sensibilité, leur spécificité est quand même pas parfaite, et tous les malades n'en sécrètent pas. Et donc l'utilisation actuelle de ces marqueurs, donc ça peut servir pour le diagnostic. Quand ils sont franchement élevés, on peut s'affranchir d'une preuve histologique et ils peuvent à eux seuls faire le diagnostic. Ils peuvent aussi identifier une maladie non décelable par ailleurs en imagerie. C'est pour ça que dans la classification, c'est une des rares maladies où on a un stade S1 qui peut être M0, des marqueurs élevés sans maladie visible mais qui justifient un traitement systémique. Et puis ça a surtout beaucoup de place dans la maladie métastatique pour établir les groupes pronostiques. Et même s'il manque de sensibilité et de spécificité, ça permet quand même de bien classer les malades. Vous voyez que par groupe pronostic, il n'y a pas que les marqueurs comme facteur pronostic, mais c'est quand même le pilier. On distingue bien 3 catégories de patients. Donc, en résumé, des marqueurs qui restent performants, qui étaient les seuls qu'on avait jusque-là, facilement accessibles, tests sanguins en ville, voilà. Peu invasif évidemment, un résultat la plupart du temps rapide, surtout quand c'est fait en hospitalier. Par contre, une sensibilité au global qui est inférieure à 70%, avec plus de 20% des patients avec une maladie non séminomateuse qui ne sécrètent pas de marqueurs, notamment les composantes de carcinome embryonnaire. Quelques causes de faux positifs, notamment les élévations bénignes familiales pour l'alpha-féto, et quelques soucis de reproductibilité des dosages. Donc c'est surtout pour le chiffre exact entre laboratoires, on peut quand même avoir de la variabilité. C'est pour ça qu'on essaye au maximum aussi de les répéter au même endroit. Donc ça, c'est pour ce qu'on utilise actuellement.
Et donc là, je disais tout à l'heure, les stratégies ont beaucoup changé ces dernières années, et notamment sur les essais académiques menés par le GETUG, mais les outils n'avaient pas beaucoup bougé. Et finalement, donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ont été identifiés un cluster particulier de micro-ARN, donc c'est des fractions d'ARN non codants qui servent à réguler l'expression des gènes, et dans le cas particulier, qui règlent la différenciation des cellules souches et des cellules primordiales germinales. Donc c'est identifié depuis un moment, mais par contre l'utilité clinique n'est toujours pas démontrée, et c'est vraiment en 2019 qu'on a eu, en tout cas la principale étude qui montrait leur impact potentiel pour le diagnostic. Avec une très très haute sensibilité, spécificité qui dépasse largement et les marqueurs tumoraux sériques usuels, mais aussi l'imagerie, mais toujours encore une fois sans application clinique. Donc les applications cliniques peuvent être nombreuses. Première chose, donc effectivement aussi le diagnostic. Dans la surveillance, est-ce que ça peut nous aider à réduire le poids de l'imagerie? On en parlait tout à l'heure avec l'ADN tumoral circulant, mais c'est une des premières choses qui a été évaluée sur la réduction du coût et la réduction de l'impact des imageries dans l'étude de 2019. Donc cette étude avait énormément de patients qui étaient dosés de façon prospective de ces micro-ARN en plus des marqueurs tumoraux sériques, mais sans aucun changement de la stratégie thérapeutique. Et donc dans cet essai de 2019, il y avait 371 patients avec un stade 1. Donc c'était une bonne partie des patients avec une maladie localisée. Et donc l'information principale, c'est la sensibilité et la spécificité. On a quasiment une courbe de test diagnostique parfait, avec une sensibilité et une spécificité qui frôlent les 100%, et notamment chez les patients avec un stade 1, parce qu'ils avaient dissocié les différentes situations cliniques, maladie métastatique et maladie localisée. Et donc ça en fait un test très très intéressant, et c'est aussi un test sanguin facilement accessible. Donc en termes de technique, c'est pas très très différent. Donc ensuite, on a les résultats des équipes nord-américaines, notamment canadiennes, qui ont fait aussi de la collecte prospective d'échantillons, mais encore une fois, sans aucun impact sur la stratégie thérapeutique. Donc ils ont collecté beaucoup de malades, séminomes et non séminomes, et aussi des stades 1. Et ce qu'ils ont rapporté, c'est encore une fois une très très forte sensibilité, une très très forte spécificité. Donc là, c'est des données spécifiques au stade 1, et surtout, quand vous voyez la progression, la survie sans progression, tous les patients qui avaient un dosage positif rechutent, 100% de rechute. Donc la valeur prédictive positive, elle est de 100%. Donc c'est surtout ça qui est intéressant. On n'a pas de données claires sur la demi-vie, mais ce qu'on sait, c'est qu'après traitement, a priori, les patients avaient une clairance très rapide de quelques jours, même pas du marqueur. Donc ça, c'est très intéressant. Et une autre étude, après, je ne vous ai pas montré parce qu'il n'y avait aucune figure, c'était moins de patients, mais c'était aussi dédié au stade 1, c'était 33 patients. Ce qui était démontré, c'est qu'encore une fois, tous les patients qui avaient un dosage positif au cours du suivi post-orchidectomie allaient présenter une rechute, mais c'est surtout que la positivité du dosage des micro-ARN précédait la rechute caractérisée selon les critères usuels, donc imagerie et ou augmentation des marqueurs tumoraux sériques habituels, dans médiane 3 mois et jusqu'à 12 mois pour certains patients. Donc en dehors de sa haute sensibilité, de sa haute spécificité, c'est surtout un marqueur qui permet de détecter de la maladie microscopique, en tout cas de la maladie qu'on n'arrive pas à détecter par les techniques habituelles en imagerie et en biologie. Donc quelle est la problématique spécifique pour les stades 1, en dehors du fait qu'on comprend bien que l'outil peut servir, Donc déjà un rappel de définition. Bon, c'est pas très bien passé, mais c'est pas grave. Donc c'est des patients qui ont un primitif testiculaire opéré avec un scanner normal et des marqueurs normaux ou qui se normalisent au décours de l'orchidectomie. Et c'est une situation qu'on va rencontrer de façon de plus en plus fréquente, parce que même si effectivement c'est un cancer rare, ça reste le premier cancer des jeunes hommes avec une incidence qui est en train de nettement augmenter, notamment dans nos pays occidentaux, avec d'ici 2030 une augmentation d'incidence qui est supérieure à 10%. Et plus de la moitié de ces cas sont des stades 1. Un peu moins de la moitié, par contre, des tumeurs non séminomateuses, mais ça représente en tout cas la majorité des patients qu'on rencontre avec cette maladie. Donc une problématique fréquente. Et donc comment on gérait jusque-là la prise en charge de ces patients, parce qu'on sait qu'une partie va rechuter. On sait que dès le diagnostic, à peu près un tiers ont des métastases occultes qu'on n'est pas capable de détecter avec les biomarqueurs ou l'imagerie habituelle.
mais que par contre, leur pronostic ne va pas se voir modifié par la stratégie qu'on va adopter, c'est-à-dire une surveillance ou une chimiothérapie adjuvante. Dans tous les cas, effectivement, le pronostic, la guérison n'est pas notre problème. Le problème, c'est l'impact potentiel des traitements et donc l'impact potentiel d'un traitement inutile. C'est surtout à ça que peut servir ce biomarqueur. Et sachant que pour stratifier un petit peu le risque de rechute, on n'a qu'un seul facteur pour les tumeurs non séminomateuses actuellement, qui est un facteur histologique sur la tumeur primitive, qui est l'invasion lymphovasculaire. Et donc il y a eu plusieurs études aussi qui ont regardé la corrélation entre pathologistes de l'évaluation de ce facteur, et elle est autour de 50%. Donc ce n'était pas des centres experts forcément, mais en tout cas, c'est un facteur qui n'est pas 100% fiable. Et même chez les patients qui présentent ce facteur, le risque est autour de 50%. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même la moitié qui sont guéris par la chirurgie sans traitement complémentaire, même s'ils sont considérés à haut risque de rechute. Donc c'est pour ça que si on regarde ce que nous disent les recommandations actuellement, c'est que pour les patients considérés à bas risque, donc sans invasion lymphovasculaire sur la pièce d'orchidectomie, on va préférer la surveillance, mais la chimiothérapie adjuvante à raison d'un cycle de BEP est une option. Pour les patients à plus haut risque, c'est l'inverse, mais dans tous les cas, on va se poser la question ou pas. Donc c'est quand même une chimiothérapie adjuvante avec une hospitalisation, avec un risque de toxicité à long terme. On sait qu'il apparaît à partir de 100 mg/m² de dose cumulée de cisplatine et qu'avec la bléomycine, il n'y a pas forcément de dose seuil aussi pour faire une toxicité. Donc un impact à court terme et à long terme qui est pas du tout négligeable. Donc cette stratégie de chimiothérapie par BEP en adjuvant, elle repose sur quoi? Donc notamment sur une étude avec 517 patients qui montrait qu'effectivement les patients avec des emboles rechutaient beaucoup plus et que dans tous les cas, les patients rechutaient vite, notamment la première année. Mais encore une fois, le risque de rechute est diminué par la chimiothérapie adjuvante, mais pas du tout annulé non plus, et que donc on a quand même des rechutes chez des patients qui ont reçu ce cycle, et à l'inverse des patients qui étaient estimés à bas risque, qui vont quand même rechuter, et donc vont être métastatiques et recevoir à ce moment-là au moins 3 cycles de chimiothérapie. Donc c'est pour ça qu'on a proposé un essai qui a obtenu un financement au PHRC avec le réseau du GETUG, qui vise à évaluer l'utilité clinique de ce biomarqueur dans cette situation particulière où on est actuellement en décision médicale partagée parce qu'on a un traitement qui existe, mais un traitement qui peut être excessif pour beaucoup de malades parce qu'on n'a pas beaucoup de granularité pour sélectionner les patients vraiment à risque, et que donc l'idée c'est de les suivre avec les biomarqueurs habituels, l'imagerie habituelle, mais aussi à la même fréquence par un dosage régulier des micro-ARN. Et pour les patients qui positiveraient ce marqueur sans positiver les marqueurs habituels ou sans lésion visible à l'imagerie, leur proposer à ce moment-là un cycle de BEP. Donc c'est au choix, vous l'interprétez comme de l'adjuvant décalé ou comme de la désescalade de une maladie qui est considérée micrométastatique. Mais en tout cas, le but, c'est, voilà, comme on sait que la positivité de ce marqueur peut devancer en médiane 3 mois la réelle progression, on peut à ce moment-là proposer un traitement systémique de façon certaine, parce que comme je vous l'ai montré, la VPP, elle est de 100%, mais par contre de le réduire par rapport à ce qu'on ferait dans une maladie authentiquement, macroscopiquement métastatique pour limiter l'impact à long terme des traitements. Et dans les questions qui restent en suspens, c'est l'utilité de ce biomarqueur dans la surveillance après un traitement systémique, donc y compris aussi au stade métastatique. Les autres applications potentielles, ça pourrait être pour des décisions chirurgicales, notamment dans le séminome où on n'a pas d'autres biomarqueurs fiables. La question chirurgicale ne se pose pas souvent, mais ça peut arriver. Et est-ce qu'on a le même impact aussi pronostic en cours de traitement pour la maladie métastatique? Donc ça, c'est des questions où on a moins de difficultés actuellement à trancher puisqu'on a quand même les autres marqueurs habituels qui performent bien, mais sur le stade 1, c'est beaucoup moins le cas, et donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de le développer. Et donc à dispo pour toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce topo très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Questions très naïves, hein. J'ai compris que c'était formidable, que tout le monde pouvait le faire, que c'était pas très cher, que l'arbre sous la courbe était de 97%, que c'était un bon test. Est-ce que de façon précoce, on peut se servir de ça, ou on peut imaginer servir de ça pour caractériser des toutes petites tumeurs? Oui, donc il y a ça, c'est la première question. Et à des stades post-chimiothérapie, il y a la question des masses résiduelles aussi. Et est-ce que ça peut être ça peut nous aider pour discuter de traitements chirurgicaux ou pas?
Donc pour les petites masses, effectivement, il y a eu c'est très peu d'effectifs, encore une fois, hein, parce que les gens ont un peu du mal à se lancer avec ce marqueur pour prendre des décisions. Mais effectivement, il avait aussi une très forte sensibilité et spécificité, mais sur des toutes petites masses inférieures à 1 cm, donc typiquement ce qu'on peut découvrir fortuitement dans un bilan de PMA, par exemple, ça avait l'air un peu inférieur. Mais encore une fois, c'était des effectifs de 20-30, donc c'est très très faible. Pour la chirurgie des masses résiduelles, pour le séminome, dans les rares cas où on peut se poser la question sur, par exemple, un PET scanner qui reste positif sur des masses volumineuses, tout à fait. Pour les tumeurs non séminomateuses, par contre, non, parce qu'ils ne se positifient pas du tout pour le tératome, donc il ne répond pas du tout à cette question. Donc pour ces questions-là, on a plutôt des hypothèses en radiologie et en radiomix, peut-être pour essayer de différencier les contingents qui seraient persistants dans les masses résiduelles. Mais pour les masses résiduelles, tumeurs non séminomateuses, il n'aura pas sa place à ce moment-là. Et est-ce que tu crois qu'à un moment, ce marqueur pourrait détrôner l'HCG et la FAFETO pour être encore plus performant et encore mieux stratifier nos patients au stade métastatique et optimiser la chimiothérapie? Alors comme il a en plus l'air d'avoir une clairance rapide, effectivement pour le suivi, il peut être très intéressant. Cependant, je pense qu'on ne se passera quand même jamais des autres parce qu'on a besoin de savoir quelles sont les composantes qu'on a aussi en termes de pronostic. On sait qu'un choriocarcinome, ce n'est pas du tout la même chose qu'une tumeur vitelline ou qu'une tumeur mixte et que ça, on n'aura jamais cette granularité avec ce marqueur. Donc, probablement qu'on l'utilisera beaucoup plus, y compris quand on aura autre chose que du plus ou moins, parce que là, on n'a pas de granularité de seuil. Enfin, on a juste un test positif ou négatif, mais on manque de données pour le reste. Mais voilà, comme on a quand même de l'hétérogénéité entre le primitif, les métastases, etc., on peut pas se baser uniquement là-dessus. Donc on gardera probablement les autres marqueurs aussi. Karim. Merci beaucoup Natacha. J'étais en train de penser en revoyant le design de l'essai. Finalement, on va identifier les patients essentiellement qui vont rechuter, si notre hypothèse est bonne. On va randomiser entre traitement précoce où on attend d'avoir réellement la rechute et traiter. Et puis on va avoir tout le reste de la population qui a un test qui restera négatif pendant plusieurs mois et qui probablement ne vont pas rechuter. J'étais en train de me demander s'il ne fallait pas qu'on profite également de cette deuxième population pour randomiser une décroissance de surveillance. Je suis persuadé depuis longtemps qu'on fait trop de scanners en termes de surveillance, sachant qu'on pourrait au passage remplacer le scanner par l'IRM, si on savait mieux les lire, 2 si elles étaient plus faciles d'accès. Mais je pense que ça peut être une opportunité là aussi pour poser peut-être une deuxième question, maintenant que l'essai est financé, qu'on va travailler. Ça ne devrait pas être très très compliqué de se mettre d'accord pour une réduction de surveillance à randomiser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ils l'ont démontré indirectement dans les autres essais qui étaient uniquement de collecte. Effectivement, ça paraît quand même plus en tout cas au moins aussi sensible que l'imagerie aussi, qu'on passe à côté d'à peu près personne. Hein, donc effectivement, ça pourrait largement se substituer. Après, pour le suivi, il y a aussi la question d'utiliser des techniques moins irradiantes. Ça, c'est une autre question, mais ça pourrait être l'objet d'un autre travail dédié à la surveillance et à la désescalade de l'impact des imageries qu'on peut avoir. Et l'autre chose que j'ai oublié de dire, mais c'est que notamment avec la mise en place de cet essai, c'est des patients au-delà de la centralisation qu'il faudra adresser aussi probablement beaucoup plus vite à l'oncomède parce qu'on détectera aussi peut-être plus précocement des rechutes. Il faudra qu'on voit ces malades de façon plus systématique aussi pour discuter de la stratégie post-opératoire. Avant, on n'avait pas forcément la place tant qu'il n'y avait pas de maladie authentiquement métastatique, mais là, ce sera de nouvelles questions aussi sur le suivi post-op immédiat de ces malades. Merci beaucoup Natacha, merci à Johan, Clément et Natacha pour ces topos brillants, merci pour votre participation. C'est peut-être le moment de laisser la parole à notre cher président Karim pour clôturer cette session et peut-être nous donner quelques messages. Merci beaucoup à tous les deux et aux courageux qui êtes restés, je ne serai pas long. On est un peu en avance et c'est parfait. Moi, je suis très content, une fois de plus, de cette journée, une fois de plus, que je trouve très, très riche, très multidisciplinaire, et ça, c'est l'essence de ce groupe depuis qu'il existe. Et je trouve qu'on est en train d'enrichir la réflexion classique entre chirurgie, radiothérapie, oncologie médicale, d'autres spécialités, avec finalement des thématiques qui viennent compléter, et qui probablement déjà écrivent la cancérologie d'aujourd'hui et de demain,
On n'a pas arrêté de parler de biologie tout au cours de la journée, et pas seulement d'une biologie que l'on regarde comme un truc un petit peu compliqué, un petit peu bizarre. Oui, un jour, il faudra peut-être que... Non, on parle d'essais qui sont basés sur la biologie, qui intègrent la biologie et qui font qu'on va poser des questions différentes en fonction de la biologie individuelle du patient. Donc ça, c'est un des messages clés. On a parlé de l'imagerie qui est en train de révolutionner la prise en charge au moins de certains cancers génito-urinaires, et bien sûr de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on est vraiment au début, là encore, d'une révolution dans l'intégration de l'IA dans la prise en charge de nos patients. Donc, je pense qu'on a des enjeux qui sont vraiment extrêmement intéressants. Il faut qu'on profite de la dynamique de notre groupe. Je le disais tout à l'heure, nous incluons des centaines de patients dans nos essais thérapeutiques. Profitons-en. On ne pourra peut-être pas toujours faire ça. Dieu sait si... Est-ce qu'à l'avenir, on aura... encore les financements qui nous permettront de le faire dans le monde académique? Je n'en sais strictement rien. Donc je pense que là, on a une opportunité peut-être historique pour continuer à poser plus de questions et profiter encore plus de la confiance que nous font les patients en participant à nos essais thérapeutiques pour générer plus d'informations qui pourra leur servir ou qui pourra servir aux autres patients. Donc voilà, c'est très chouette. Donc il n'y a plus qu'à. On peut quand même se reposer un petit peu cet été parce qu'on a quand même beaucoup travaillé toute l'année. Donc profitez-en pour bien vous relaxer cet été. Il y a des splendides vacances. Et puis on aura comme ça de belles discussions à la rentrée. Toutes vos idées sont les bienvenues. Et je pense qu'on aura des essais thérapeutiques qui seront encore plus performants. Pour les JER, on se donne rendez-vous probablement dans un an et probablement à la même période, probablement parce qu'on va encore le faire démocratique et donc on va décider un petit peu tous ensemble pour savoir ce qui nous paraît le mieux en termes de date, de lieu. Avec la chaleur des derniers jours, j'ai entendu hier et avant-hier Saint-Malo apparaître comme une destination qui pourrait être tout à fait sympathique pour l'an prochain, puis il va se mettre à faire sale temps l'an prochain et on va se dire sous nos parapluies, finalement, Nice, c'est quand même pas mal. Donc, à voir aussi concernant le lieu. Concernant le format, moi j'ai trouvé très chouette d'avoir plusieurs sessions comme on l'a fait. Je pense que la session tumeurs rares est probablement à conserver parce que d'abord des tumeurs rares on en a beaucoup, donc on a de quoi faire et on va pouvoir peut-être aller un peu plus au fond de ces tumeurs rares qu'on pense connaître et puis peut-être débusquer quelques pistes pour mieux les traiter ou au moins poser des questions de manière prospective. Je voudrais vraiment dire un très grand merci encore une fois à ceux qui ont rendu cette journée possible. C'est le cas en particulier pour tous nos partenaires. Vous avez pu les voir aux différentes pauses et discuter avec elles et avec eux. Évidemment, sans eux, nous ne pourrions pas réserver une jolie salle comme ça, vous offrir un petit peu de café, payer l'entreprise qui nous aide techniquement et au passage que je remercie pour permettre tout ça. Donc un très grand merci à tous nos partenaires. Un immense merci également au conseil scientifique qui réfléchit, qui fait ping-pong et qui, au bout du compte, nous permet d'avoir des sessions que moi j'ai trouvées passionnantes. Bien sûr, les différents orateurs, vous toutes et tous, toute l'équipe d'Unicancer, tout particulièrement Catherine, qui est la cheville ouvrière du GETUC côté Unicancer. Donc bravo, un grand merci et soufflez bien pendant tout cet été. Et puis du coup, on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup.